raconte. Christophe Ondelatte. En août 2012, dans l'Aveyron, Jean-Louis Queyroux, un jardinier de 50 ans, est soupçonné du meurtre de sa patronne, Patricia Wilson, une Anglaise, avec comme décor une histoire de fesses. Le jardinier était l'amant de la victime. 2 cours d'assises ont condamné Jean-Louis Queyroux. Mais lui n'a jamais craqué. Il clame toujours aujourd'hui son innocence. Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction de Jean-Louis Queyroux. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. « 22 août 2012, gendarmerie de Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron. Gendarmerie, j'écoute. Bonjour monsieur. Voilà, on est très inquiet. Notre amie Patricia Wilson a disparu depuis 5 jours. Wilson, vous dites. Quel âge? Où vit-elle? Elle a 58 ans. Elle habite un petit village qui s'appelle Vabre-Tizac. Et elle est anglaise. Écoutez très bien, madame. Et je vous envoie quelqu'un. Patricia Wilson habite une propriété très isolée. Dans sa maison, les gendarmes n'ont pas besoin de Blue Star. La salle à manger, la cuisine, le grenier, la cave sont maculés de sang. Et c'est son sang. Vu la quantité d'hémoglobine, l'Anglaise a été tuée chez elle. Mais les gendarmes ont un gros problème. Le cadavre a disparu. Patricia Wilson est mariée à un Anglais resté au pays. Il est hors de cause. Les gendarmes se concentrent donc sur le jardinier, Jean-Louis Queyroux, car ses empreintes digitales, figurez-vous, sont mêlées au sang de l'Anglaise. Bien, monsieur, vous êtes donc en garde à vue pour meurtre. Et nous avons le droit de vous garder 24 heures, garde à vue qui pourra être prolongée de 24 heures supplémentaires si nécessaire. Depuis quand êtes-vous au service, madame Wilson? Ça fait à peu près 4 mois et demi que j'entretiens son jardin. C'était une chouette patronne. Et elle m'a laissé installer ma caravane dans sa propriété. Jamais je lui aurais fait de mal. J'ai pas de raison. On n'a trouvé aucune trace de fiche de paye. Elle vous payait en liquide? Ben, j'ai pas de fiche de paye, c'est normal, hein. Comme elle roulait pas sur l'or, elle me payait autrement, quoi. En liquide? Ben, je dirais plutôt en nature, quoi. Mais je vous jure, je l'ai pas tuée. Il y a 2 choses qui interpellent. C'est d'une part la revendication de son innocence d'emblée et par ailleurs l'absence de corps. Roselyne Tessier, experte psychologue. Soit on a affaire à un innocent et donc on va essayer de savoir le pourquoi il est impliqué dans cette affaire, soit il y a des éléments importants contre lui et on va déterminer le déni.
qui consiste à effacer totalement les faits. Circuler, il n'y a rien à voir, moi j'ai rien à voir là-dedans. C'est l'examen psychologique qui va le déterminer, hein. C'est pas la lecture du dossier bien évidemment, c'est l'examen psychologique qui va déterminer, qui va qualifier en quelque sorte son attitude en termes de déni. Code P5. Expertise psychiatrique du docteur Jean-Claude Pénochet. Jean-Louis Queyroux est affable et le contact s'établit facilement. La présentation est très correcte, l'attitude polie, respectueux de son interlocuteur, il comprend bien la situation de l'expertise. Il n'a aucun trouble de fonctions intellectuelles, de la mémoire ou du langage. Le discours est précis, clair, logique, cohérent. On le sent sur la défensive, qui va ensuite prendre le parti de coopérer tout en maintenant, encore une fois, sa revendication de l'innocence des faits. Mais il ne va pas s'opposer du tout à l'expertise. Et d'ailleurs, comme c'est un homme intelligent, à plusieurs reprises, il va dire les mots sont importants, c'est pour ça qu'il s'interrompt. Il est très prudent dans sa formulation, il cherche ses mots, ses idées. On le sent, encore une fois, en alerte tout au long de l'expertise. Mais c'est toujours exprimé sans ressentiment apparent, sans véhémence. C'est déroulé de façon tout à fait placide. Plate, c'est-à-dire aseptisée, c'est-à-dire dépouillée d'émotions, d'affect. Bien. Monsieur Queyroux, je suis experte psychologue. Je ne suis pas là pour vous juger, mais pour tenter de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Vous êtes donc soupçonné du meurtre de Patricia Wilson. Que pouvez-vous me dire sur ces accusations? Et que c'est pas moi. Cherchez ailleurs. Même si vous me mettez la perpétuité sur les épaules, je ne changerai pas de position puisque c'est pas moi qui ai commis les faits. On peut en reparler tous les jours, que voulez-vous que je vous dise? Je serais bien obligé de vous redire la même chose. On lui renvoie des éléments qui le mettent en cause. Il ne s'en émeut pas. C'est ça qui est surprenant. Mais par contre, il contre-argumente. Par exemple, on a retrouvé le sang de la victime dans sa voiture. Il va nous raconter qu'elle prenait souvent sa voiture et qu'elle avait dû se blesser avec un couteau. Donc d'où le sang qu'on avait trouvé dans la voiture. Il est plein d'arguties. C'est-à-dire qu'il arrive toujours à trouver un argument à une question qui est embarrassante. La personnalité de Jean-Louis Queyroux, elle est particulièrement intéressante par ses revirements. Maître Maryse Pêchevis, avocate du mari de Patricia Wilson. Avec Jean-Louis Queyroux, on n'est jamais au bout de nos surprises. Ça change tout le temps, c'est incohérent, il ne se gêne pas pour accuser les autres. En effet, à un moment donné, il va laisser entendre que le seul qui peut avoir voulu attenter à la vie de Patricia, c'est son compagnon d'au-delà de Marcus pour des raisons de jalousie. Quand on va lui demander mais pourquoi il y a du sang de Patricia dans le coffre et à différents endroits de la voiture et son ADN sur la lampe frontale, etc., il va expliquer que Patricia est une Anglaise à la peau fine et claire et que donc elle se blesse facilement et que comme elle a pu se servir de la voiture pour faire des courses ou autre, elle a pu laisser son sang. Donc à chaque fois, il va essayer d'ajuster ses versions. Là où il va avoir une modification radicale, c'est quand on va lui mettre sous le nez l'ADN et ses empreintes. Et qu'il va être réentendu au début de l'année 2013. Là, évidemment, il est au pied du mur. Et il va raconter une histoire complètement abracadabrante. Monsieur Queyroux, vous ne pouvez plus vous entêter dans vos dénégations. Il faut vous expliquer. Pourquoi retrouve-t-on vos empreintes de chaussures dans la flaque de sang de Madame Wilson? Et comment expliquez-vous qu'il y ait des empreintes digitales qui sont vos empreintes mêlées au sang de Madame Wilson sur le disjoncteur électrique? Eh bien, le soir du 17 août,
je voulais aller à une fête à Najac. Mais avant, je suis allé voir Patricia. Je voulais lui proposer de venir avec moi. Donc je suis entré dans la maison. Tout était éteint. Et c'est vrai que j'ai mis les pieds partout. J'ai touché les meubles, c'était gluant. Mais je ne savais pas que c'était du sang. Et Patricia, je ne l'ai pas vue. Alors je suis allé à la fête, et je suis rentré ensuite me coucher à ma caravane. Monsieur Quéroux, convenez que ce que vous dites n'a strictement aucun sens. Et bien pourtant, c'est la vérité vraie. Jean-Louis Quéroux a une personnalité capable de donner le change, qu'il a des aptitudes intellectuelles, qu'il a des acquis éducatifs, mais que c'est assez tumultueux à l'intérieur, qu'il y a des failles. Ce qui va nous éclairer plus sur sa personnalité, ce sont les témoins, c'est-à-dire notamment ses clients au niveau du jardinage. Il va être décrit comme quelqu'un qui a une personnalité explosive. Patricia Wilson dira de lui à ses amis que c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Il peut être autant gentil qu'il peut être méchant. Jean-Louis Quéroux est un gars du coin, un Aveyronais, un homme de la campagne. Son père était maçon et sa mère, ma foi, tenait la maison. Elle gérait 9 enfants. Quand on lui demande que faisait votre mère, elle a travaillé beaucoup. Parce qu'elle a fait 9 enfants, dit-il. Et en plus, elle s'occupait de la porcherie. Et en plus, elle s'occupait des champs. Elle s'occupait pas beaucoup, évidemment, des enfants. D'où le caractère très peu affectif de cette famille, qui était encore une fois dans le labeur et l'éducation assez sommaire. Pas dans l'échange, pas dans la communication, pas dans la culture, bien évidemment. Pas de traumatisme à ce qu'il en dit, en tout cas. À l'école, il n'est pas très motivé. Et c'est le curé du village, nous dit-il, qui va l'orienter vers un CAP d'imprimerie. Il va exercer dans cette profession pendant quelques années, avec différents employeurs. Code B14. Expertise psychologique de Roselyne Tessier. Jean-Louis Quéroux évoque sa première relation sexuelle à 19 ans. Il s'attribue de nombreuses partenaires amoureuses. Puis à 23-24 ans, il aurait rencontré Sylvie, avec lequel il se marie. Ensemble, ils ont 2 garçons. Au départ, ça s'est plutôt bien passé. Et tout d'un coup, changement radical, il a perdu son emploi, il a complètement vrillé. À partir de là, il va devenir violent. Il va la violer à plusieurs reprises. Elle va décrire combien elle avait peur de lui et qu'elle avait peur même pour ses propres enfants. Et c'est dans ces conditions qu'elle va demander le divorce. Mais elle dit, pendant une période, il vivait encore à la maison. Il dormait plus dans la même chambre que moi et pourtant il s'imposait encore dans le lit à plusieurs reprises et elle subissait des choses. Mais ça montre bien que cet homme est dans une toute puissance et que s'il veut une femme, il doit l'avoir. Il prétend, alors d'abord il dit que c'était une vie conjugale tout à fait normale, tout allait bien, et que du jour au lendemain, sa femme lui a dit de partir. Cette rupture qui a joué un rôle fondamental dans sa vie. Maître Jacques Lévy, avocat de Jean-Louis Quéroux. Puisque ça l'a réduit à une situation, alors non pas de clochard, bien sûr que non, mais il vivait dans une roulotte et il s'est retrouvé finalement obligé de tout abandonner à Toulouse où il vivait, pour se retrouver purement et simplement jardinier auprès de quelques vieilles Anglaises. Il exerçait en tant que jardinier, homme à tout faire, maçon, bricoleur. Et c'est comme ça qu'on lui présente Patricia Wilson,
qui le sollicite pour faire divers travaux chez elle et qui va lui demander, qui va lui sauter dessus. C'est un peu la façon dont il en parle. Dit-il qu'il n'était pas contre, hein, et donc qui était très exigeante sur le plan sexuel, d'après lui. Cette relation est née assez facilement puisqu'il parle anglais et que Patricia était anglaise et qu'effectivement ça facilitait quand même les relations de parler la même langue et qu'il a pu, en parlant anglais, disons, s'introduire dans le petit groupe d'anglais qui demeurait dans cette région et donc travailler pour eux, discuter avec eux et avoir un rôle d'ami plus que d'employé. Et je pense que avec Patricia, ça s'est passé un peu comme ça et que s'est noué une relation affective et amoureuse et que finalement ils s'entendaient très bien et qu'il était d'ailleurs, les événements se sont produits alors que Patricia rentrait d'Angleterre où elle venait de passer quelques jours et il était impatient de la retrouver. Elle, c'est une hippie. Régis Quérol, président de la cour d'assises de l'Aveyron. Elle vit dans la nature, elle a suffisamment d'argent pour survivre, elle écoute de la musique tard la nuit, elle fait les fêtardes, etc. Alors que lui, c'est un travailleur au sens le plus strict qui soit. À 8h30, il est couché, à 4h30, il est levé. Donc, il y avait une différence de mentalité, parce qu'il ne comprenait pas le monde de la même manière, et une différence de rythme de vie. Et très vite, au bout de quelques jours, il va la demander en mariage. Maître Maryse Péchevis, avocate du mari de Patricia Wilson. Ce qui va faire rire Patricia, qui va d'ailleurs le raconter à sa mère, puisque Jean qui est en Angleterre, sa mère, elle va l'avoir au téléphone quasiment tous les jours. Et elle lui dit, tu sais pas, Jean-Louis m'a demandé en mariage. Je lui ai répondu que c'était totalement ridicule. Et Patricia va très clairement expliquer à son entourage que Jean-Louis, c'est vraiment une passade, c'est pour s'amuser, c'est pour passer le temps. Et rapidement, Jean-Louis va se montrer de plus en plus possessif. Il va vouloir contrôler les sorties de Patricia, contrôler l'heure à laquelle elle va se coucher, contrôler sa consommation d'alcool. Et ça va vite devenir pesant pour Patricia. C'est là que donc les premières disputes vont éclater. Le 25 juillet 2012, 3 jours auparavant, ils se sont séparés. Une dispute a éclaté. Et alors qu'elle est en plein sommeil, à 5h du matin, elle va se réveiller avec un coussin sur la tête. Jean-Louis Quéroux va, à un moment donné, enlever ce coussin et va lui dire « Je fais ça pour te montrer que tu as besoin d'un homme à la maison. » Monsieur Quéroux, plusieurs amis de Patricia ont déclaré que vous avez tenté de l'étouffer avec un coussin après une violente dispute. Vous confirmez? Et tout ça est faux, madame la juge. Quand je suis arrivé, Patricia était par terre d'un son vomi. C'est ça la vérité. Le reste, ce sont des commérages. Mais tout ça, ce sont des mots. Il faut quand même pas oublier autre chose, c'est qu'on n'a jamais retrouvé le corps de Patricia et qu'il n'est resté que des présomptions, certes pour certaines un peu fortes, mais qui n'étaient que des présomptions à l'égard de Jean-Louis Quéroux. Chez Quéroux, il y a une rage. Mais si on regarde un peu son histoire, cette rage, elle s'est manifestée à plusieurs reprises. Elle fait partie de lui. Quand on le considère comme un mec violent, on ne se trompe pas. Quand son ego est surdimensionné, on ne se trompe pas. Et que donc, avec ses éléments de personnalité, ses caractéristiques, ses comportements, ses emportements, lorsqu'on le met face aux faits qui lui sont reprochés, de plus en plus, ça colle. Il est de plus en plus l'homme de la situation. Alors au niveau des tests, ce qui apparaît, c'est le clivage de son fonctionnement.
C'est-à-dire qu'il donne à voir quelque chose de conforme, de conventionnel, et à l'intérieur, il y a des tumultes, des perturbations psychiques au niveau des affects, au niveau des émotions, au niveau des pulsions. C'est-à-dire qu'il peut faire une chose et son contraire en même temps. Il peut dire quelque chose et son contraire en même temps. Et c'est en tout cas dans le discours ce qu'on constate sans arrêt. Il a un trouble de la personnalité tout à fait majeur. On peut évoquer un pervers narcissique, pour résumer un peu le diagnostic psychologique. Il n'est pas dans l'échange, hein. Il est dans l'utilisation de l'autre. C'est un peu le fonctionnement du pervers, qui prend l'autre pour son plaisir et qui le jette ou le détruit quand ça ne lui convient plus. On de la raconte, Code B, la suite de votre épisode. Depuis son arrestation, Jean-Louis Queyroux clame son innocence. Mais en prison, il va craquer. Il a dû avoir à un moment donné envie quand même de libérer ce qu'il avait sur le cœur. Maître Maryse Pêchevis, avocate du mari de Patricia Wilson. Puisque quelques jours à peine après son arrivée à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones, il va faire des révélations à 2 codétenus. Il va leur expliquer que, effectivement, il est bien l'assassin de l'Anglaise, qui se serait disputé avec elle au sujet d'une dette d'argent, qu'elle était à ce moment-là alcoolisée, qu'elle avait commencé à s'en prendre physiquement à lui, qu'il l'avait repoussée en lui donnant des coups de poing à l'estomac et à la poitrine, qu'ils étaient ainsi passés du salon à la grange, qu'il lui a porté de nouveaux coups, elle est tombée au sol et que c'est là où elle se serait littéralement explosé le crâne. Et il va leur raconter qu'il l'avait dénudée, mise dans le coffre de sa voiture, qu'il avait parcouru une 20aine de kilomètres, s'était débarrassé de son corps en le jetant dans le talus, qu'il avait recouvert de branchages et de boue, et il avait même ajouté quelque chose comme de toute façon les cochons sauvages en feraient son affaire. Docteur, je vais pas bien du tout. J'ai été agressé en promenade par 3 gars qui m'ont mis une branlée. Pour me sortir de là, j'ai fait le dur. Et j'ai dit que je l'avais tué, l'Anglaise. Mais tout ça, je l'ai inventé pour eux. C'était pour qu'ils me foutent la paix. C'était pour qu'ils aient peur de moi. Mais bon sang, la victime, c'est moi. Je l'ai pas tué. Bon, là aussi, on a vérifié, on s'est aperçu qu'il n'a jamais été lynché à la maison d'arrêt. C'est hallucinant comme il peut donner des versions qui ne sont absolument pas compatibles, crédibles, mais à croire que il arrivait à se convaincre lui-même, c'est souvent le cas d'ailleurs, hein. Et le sentiment que j'ai, c'est que Patricia Wilson, qu'il avait voulu épouser dès le début, il a compris qu'en gros, elle se moquait de lui. C'est comme ça que lui, il a vécu. Elle voulait juste une histoire passagère. D'ailleurs, quand elle est partie en Angleterre juste avant sa mort, c'est pour acheter une petite cabriolet. Et il lui a reproché en lui disant « Tu veux une cabriolet, comme ça tous les hommes vont te regarder ». Ça montre bien sa possessivité. Et le fait que Patricia revienne avec ce véhicule cabriolet en ayant rompu, eh bien, puisque lui ne pouvait pas l'avoir, il faudrait que plus aucun autre homme ne puisse l'avoir. Il ne l'a pas supporté, et comme elle lui échappait, à mon avis, c'est vraiment la raison pour laquelle il l'a supprimée. Notre Queyroux, qui est le local, il est en situation de subordination puisque les autres le font travailler. Et donc, entamer une liaison avec une de celles qui pouvaient le faire travailler, ça a un peu satisfait son surmoi. Content. Et il a vécu peut-être plus douloureusement l'échec de cette relation. Et comme il a un caractère violent et une rage en lui, ça peut l'avoir conduit à commettre les faits. Ça alimente ça. Elle a voulu le larguer, elle avait confié à une de ses amies que ça ne durerait pas. Et donc,
Lui, il n'a pas supporté cet échec-là, pour plein de raisons. Parce que peut-être il était bien avec elle, peut-être parce qu'il avait, croyait-il, trouvé chaussure à son pied, parce qu'elle avait peut-être dans les mœurs, enfin dans le comportement, une liberté qu'il n'avait jamais connue. Chacune des femmes avec laquelle ça s'est mal passé, c'était la faute de l'autre. Code B35. Enquête de personnalité de Christiane Chenu. Les récits de 2 ex-femmes de Jean-Louis Quéroux évoquent l'idée de les détruire, les dégrader, les soumettre et les réduire à l'état d'objet. D'ailleurs, il peut les quitter et revenir quand il décide, et ne supporte pas de devoir s'en justifier. Il est impossible pour Jean-Louis Quéroux de prendre conscience de sa part de responsabilité dans ses échecs amoureux. Lorsque les relations cessent, ses partenaires en sont tenus pour responsables et il se pose alors en victime abandonnée. C'est jamais de sa faute. Non, lui, il est un travailleur, un homme honnête. S'il a rompu avec chacune, c'est parce qu'elle le méritait d'une certaine façon. Et donc, à aucun moment, il ne se remet en question. C'est en ce sens que j'évoque un contentieux féminin. C'est demain que s'ouvre le procès de Jean-Louis Quéroux, âgé de 53 ans, devant la cour d'assises de Rodez. Le jardinier est accusé d'avoir tué Patricia Wilson, une Anglaise de 58 ans. Les empreintes de Jean-Louis Quéroux ont été retrouvées dans le sang de la victime, laissé dans la maison. Mais malgré d'importantes recherches, le corps de cette femme n'a jamais été retrouvé. Le jardinier clame toujours son innocence, en dépit des preuves accablantes qui pèsent contre lui. Cet homme a toujours affirmé qu'il était innocent. Donc moi, j'ai pas eu besoin de le préparer particulièrement. J'ai simplement donné des conseils de base pour lui dire, voilà, méfiez-vous, manifestez pas de colère, quoi qu'on dise, restez calme et répondez aux questions qu'on va vous poser. C'est tous les conseils que je pouvais lui donner, c'est cela, et pas d'autres. Simplement d'être calme, d'être serein et de répondre très clairement aux questions qu'on lui posait. Et comme il s'exprimait très bien, c'était pas un problème. Mesdames et messieurs, la cour. Mais j'ai en face de moi un type qui est accusé, qui se dit innocent. Donc, c'est pas un comportement incompatible avec la situation qui est la sienne. Il est agressif dans le verbe, parce que, évidemment, contestant les faits, son discours c'est « je suis innocent, je suis innocent, je suis innocent ». On a un type qui est d'une grande dureté, qui est égocentré, qui est peu attentif aux autres, sinon de manière utilitaire. On voit un type qui est tendu, qui maîtrise ses mots avant de les lâcher d'un coup, parce qu'il était figé dans sa position. Dans sa position, il est arrivé figé, il est arrivé dans le déni. Quatre ans après le meurtre de Patricia Wilson, son jardinier et amant Jean-Louis Quéroux est jugé par la cour d'assises de l'Aveyron. Et fidèle à son habitude depuis son arrestation, il nie. J'ai eu plusieurs fois, mais peut-être parce que je suis pas volubile, très très présent, j'ai eu plusieurs fois des aveux à la barre. Régis Quérol, président de la cour d'assises de l'Aveyron. Je n'ai jamais regardé quelqu'un de haut. J'ai toujours parlé aux gens à égalité. Même à l'accusé qui est dans le box, et moi président. Je lui parle à égalité. Je ne l'écrase pas. Moi, je n'ai pas de suffisance, je ne suis pas mégalo, donc je parle vraiment. Parce que je veux qu'il dise. Donc, mais je ne me force pas pour parler à égalité. C'est ma nature. Et souvent, ça peut payer. Pourquoi n'avez-vous pas prévenu la police quand vous avez vu le sang dans la maison? J'ai préféré partir pour réfléchir
J'avais peur qu'on m'accuse à tort. Combien de temps êtes-vous resté dans la maison? Environ, je ne sais pas, 7 ou 8 minutes. Quand vous racontez des choses, on a l'impression, Monsieur Quérou, que vous répétez un scénario bien écrit. Le problème, c'est que cette version ne tient pas, Monsieur Quérou. Que vous me croyez ou non, ça ne changera rien. Hein. Il est allergique à la contradiction. Et donc, il va effectivement développer des arguties pour répondre qui seront déconnectés de la réalité qu'on lui oppose, mais surtout, plus la réalité est concrète, et plus la défense est fausse. À tel point qu'en agissant comme ça, il conforte celui qui est persuadé de sa culpabilité dans son évolution. Ici, la branche sur laquelle il est assis. Le problème, c'est qu'il n'est pas conscient de ça. Cette personnalité psychorigide fait qu'il a raison. Et dès lors que quelque chose qu'il avance, qu'il est démontré que ce qu'il avance ne tient pas, sa personnalité, au lieu de... On pourrait lui reprocher de chercher à s'adapter. Pas du tout. Il bloque, il dit « j'ai raison, point barre ». Participait pas comme certains autres qui protestent, qui corrigent, non, il restait droit dans son box, donc il est resté très à distance. Roselyne Tessier, experte psychologue. En même temps, il oscille entre un vécu de victime et le fatalisme, entre protestation et soumission mystique. Et ça donne une idée, encore une fois, de son fonctionnement clivé. Monsieur le Président, je connais mon passé et je ne connais pas mon futur. Mais je n'ai pas tué cette femme. Je ne sais pas pourquoi on s'acharne sur moi. Enfin, je suis chrétien. Si le Seigneur a décidé que je finis en prison, je ne l'ai jamais fui. Et l'avenir, je le vois mal, mais bon, je l'accepte. J'ai mitraillé Jean-Louis Quérou de questions, j'ai essayé de le mettre face à ses contradictions. Maître Maryse Pêchevis, avocate du mari de Patricia Wilson. Mais ce qui a frappé tout le monde, c'est la délectation avec laquelle il raconte la scène de crime. On y est. On y est, il nage dans le sang, il a les mains dans le sang, il a les pieds dans le sang, il est sur la scène de crime, il y a du sang partout. Et il n'y a aucune forme de pudeur, il n'y a aucune émotion, il n'y a rien. On a l'impression qu'il est content de cette scène de crime et que de la revivre, ça le fait en quelque sorte jubiler. Et là, on a tous été pris d'effroi en ayant l'impression de la vivre en direct, cette scène de crime. Alors même qu'il a attribué la paternité à quelqu'un d'autre, mais finalement, c'était un aveu à lui-même, à lui tout seul, la manière dont il décrit cette scène. Et il va donner tous les éléments, sauf qu'il ne va jamais dire « je suis l'auteur du coup fatal ». La cour! Et donc, un des derniers jours, on arrive à l'audience et là, le président nous indique que Jean-Louis Quérou aurait fait une tentative de suicide et que le procès va démarrer un peu en retard, le temps qu'un médecin puisse examiner Jean-Louis Quérou et savoir s'il est en état de revenir à l'audience. Le médecin va voir Jean-Louis Quérou à la maison d'arrêt, va nous dire qu'il n'y a pas de difficulté et en fait, on va voir un Jean-Louis Quérou arriver, le visage griffé, rougi, et le président va lui demander si c'est ça sa tentative de suicide. Et donc oui, il s'est scarifié en réalité avec ses propres mains. Il s'est juste griffé le visage. Clairement, c'est une mise en scène. C'était un signe de révolte. Maître Jacques Lévy, avocat de Jean-Louis Quérou. Et quand vous sentez qu'on ne prend pas en compte ce que vous dites, ou on n'a pas envie de prendre en compte ce que vous dites, c'est un peu désespérant. Ça n'était pas un vrai suicide, c'était une manifestation d'angoisse et d'inquiétude.
quant à la victime, il s'est distancié de la victime. Je crois qu'il n'a jamais dit son prénom, ni son nom, Patricia Wilson. Il dit effectivement cette expression, cette femme, c'est une forme de chosification. Alors ça veut dire deux choses. Bon, c'est dans sa démarche de « je suis innocent », etc. Mais c'est surtout dans le droit fil sur sa manière de concevoir le couple avec cette femme. Il y a une chosification là. Et bon, c'est toujours cette même personnalité égocentrée, mais sans réflexion. Le monde, c'est lui. Puis après, les autres doivent s'adapter. Jean-Louis Queyroux est condamné par la cour d'assises de l'Aveyron à 30 ans de prison avec une peine de sûreté de 20 ans. Il fait appel et il envoie une lettre explosive au président de la cour d'assises. En août, le 17, jour d'anniversaire de la mort de Patricia, je vous raconterai toute cette histoire et toute cette soirée et je vous dirai où j'ai mis le corps pour pouvoir donner la possibilité à sa pauvre mère de l'enterrer. C'était une forme d'aveu intéressante. Et il a conduit les gendarmes à un endroit qui s'appelle le lac des sorcières ou la fontaine des sorcières, je ne sais plus, pas très loin de l'endroit où ils habitaient et où il n'y avait rien du tout. Si j'ose dire, je dirais qu'il est juste sorti pour prendre l'air. Et manifestement, il a envoyé cette lettre plus pour attirer l'attention. Peut-être parce qu'il y a un petit côté pervers à refaire naître encore l'espoir. En tout cas, c'est comme ça que ça a été vécu par la famille. Mais ça a été très mal vécu parce que cette lettre a vraiment redonné espoir. Et finalement, il n'en a rien dit de plus. Dans sa lettre au président de la cour d'assises, Jean-Louis Queyroux ajoute « Je ne ferai jamais les 30 ans de prison. Je me suiciderai avant, car on m'enferme sans preuve. Et ça, c'est insupportable. » 2 ans plus tard, Jean-Louis Queyroux écope de la même peine, 30 ans de prison et 20 ans de sûreté. C'était On de la raconte version Code B, autrement dit version psy. Rédaction en chef Guillaume Maury. Enquête aujourd'hui de Vincent Deby. Réalisation de Mathieu Fret. Retrouvez On de la raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.